Alors, est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie? Je vous en prie. Aujourd'hui, c'est à moi de vous le dire. Au commencement était l'action. Continuez à inventer. Je sais pas ce qui vous attend, je sais pas ce qui va se passer, mais on peut pas tout piloter. Vivez-le à fond. Je suis Sarah Crosetti et vous écoutez La Bascule. Ici, on s'invite dans l'intimité d'hommes et de femmes au parcours inspirant et singulier. On questionne l'art et la manière dont ils habitent le monde, le remettent en question et le redessinent à leur façon. On discute de ce qui les fait vibrer, des moments clés de leur existence où ils ont basculé vers d'autres horizons que ceux vers lesquels on les avait orientés jusque-là. Écoutez leurs témoignages, écoutez-les redessiner le monde, en espérant que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer vers de nouveaux horizons. En fait, beaucoup de gens ne se lancent pas ou ne basculent pas de peur de l'échec. Et en fait, c'est un drame absolu, parce que vous n'explorez jamais votre potentiel et vous ne saurez jamais de quoi vous êtes capable. Et j'aime beaucoup la citation de Churchill qui dit que le succès, c'est d'aller d'échec en échec avec enthousiasme. Donc, lancez-vous, vous n'avez absolument rien à perdre et vraiment tout à gagner. Aujourd'hui, je rencontre Tara Euzet-Sarmini, la cofondatrice de Commune Co-Living, la première entreprise au monde dédiée au co-living monoparental. Tara commence ses études à Sciences Po, puis enchaîne avec une brève expérience chez Uber, mais ce qui l'anime, ce sont les projets impactants et innovants. Son premier projet remonte à ses années d'études. Elle n'a alors que 21 ans lorsqu'elle découvre le sujet de la précarité menstruelle et qu'elle monte l'association Règles élémentaires. Aujourd'hui, l'association gère plusieurs millions d'euros et plusieurs salariés. En 2022, Tara reçoit le prix de la femme d'influence pour ses engagements. Elle n'a même pas 30 ans. Dans cet épisode, elle revient sur le parcours du combattant pour lancer un projet innovant dans lequel on croit. Les portes qui se ferment, ceux qui n'y croient pas, la difficulté à sécuriser les financements ou encore à trouver un associé. Mais elle partage aussi l'adrénaline, le bonheur de voir son projet prendre vie, la satisfaction de pouvoir mesurer concrètement son impact sur la société qui nous entoure et de pouvoir allier impact et revenus. Je vous souhaite une bonne écoute et j'espère que cet épisode vous inspirera autant que Tara devant les solutions possibles pour améliorer le quotidien de ceux qui en ont besoin. Donc moi, je m'appelle Tara Euzet-Sarmini, je suis la cofondatrice et CEO de Commune Co-Living, qui est la première société au monde de co-living dédié aux familles monoparentales. Et de manière générale, j'aime me décrire comme une innovatrice engagée. Oui, parce qu'avant ça, vous avez aussi créé d'autres projets qui étaient également engagés. Si on revient sur votre parcours, peut-être même encore avant de lancer vos projets, vous grandissez où? Vous faites quel genre d'études? Quel genre d'enfant êtes-vous? J'ai grandi à Paris dans une famille très cosmopolite et multiculturelle. J'ai fréquenté des écoles bilingues plus jeunes. J'ai fait mon collège, mon lycée à Paris. Je suis rentrée à Sciences Po après le bac, en étant convaincue que j'avais très envie de faire de la diplomatie, etc. Et j'ai eu la chance et le privilège de partir en échange à Moscou. En 2013, c'était absolument passionnant de faire justement des stages en ambassade, à l'ambassade de France à Moscou à l'époque. Et je me suis très vite rendu compte que j'avais pas du tout envie de faire ça comme métier. Et bref, donc j'ai bifurqué. Je me suis ensuite intéressée à la finance verte et donc j'ai poursuivi des études de finance en Angleterre et d'énergie. La finance qui va financer justement des projets d'énergie renouvelable, d'innovation technologique pour décarboner, etc. Après, on parle de 2013, donc ça a beaucoup changé en 10 ans et il y a plein de choses aujourd'hui très positives et moins positives, notamment avec pas mal de sujets de greenwashing qui sont aussi assez présent dans des fonds divers, mais je digresse. Et donc, j'ai poursuivi par des études donc, de finance en Angleterre et d'énergie et d'environnement aux États-Unis, à la suite desquelles, en fait, je me suis rendu compte qu'on ne résolverait pas les problématiques de réchauffement climatique sans s'attaquer au sujet du transport, en fait, et notamment du transport individuel, de la voiture individuelle. Donc, je me suis beaucoup intéressée au sujet de voitures autonomes, voitures électriques, décarbonation de ce secteur. Et de fil en aiguille, ça m'a amenée à travailler pour Uber à Paris en opération. Donc, très loin de ce que je fais aujourd'hui, mais ça a été une formidable école.
Et encore une fois, au moment où je les ai rejoints, c'était à l'époque où cette entreprise misait à fond sur les nouvelles mobilités, les vélos électriques, etc. Donc c'était un moment très Mais intéressant. du coup, la prise de conscience un peu d'avoir envie de se lancer dans des choses impactantes, elle est arrivée assez vite, en fait. Ça, c'est enfin assez vite de toutes les manières, j'ai pris conscience de la chance que j'avais d'être née, grandie à Paris, dans une famille aimante, bienveillante, de vivre en Europe, toutes ces choses-là. On me demande souvent le déclic, il y en a pas eu. En fait, c'est toujours été une évidence pour moi que à grand privilège, grande responsabilité et voilà, j'avais cette chance encore une fois d'être, née dans un environnement, plutôt sympathique, de faire des chouettes études, et surtout j'ai eu le luxe et le privilège, de faire mes études et d'être 100 financée par des bourses, notamment quand j'ai fait mes études, aux États-Unis, qui sont des études, très coûteuses. Et c'est vrai que mes petits camarades, qui n'avaient pas ça et qui avaient dû, emprunter, en fait, très vite en sortant d'école, l'enjeu était, de rembourser, de trouver en fait un emploi, très rémunérateur pour pouvoir, se débarrasser de ce crédit. Généralement peu impactant. C'est sûr que c'est des choses, des recherches, la recherche d'impact, peut, être contre-intuitive avec, la recherche en tout cas, de gains financiers rapides. Sur le long terme, je pense que tout le monde est gagnant-gagnante, mais voilà. Donc là-dessus, moi, ça m'a permis, j'avais pas cette pression-là et donc j'ai pu prendre le temps, après mes études, de réfléchir à ce que je voulais faire et aussi de mener donc différents projets en parallèle et un projet professionnel de début de carrière dans la tech, mais aussi donc de consacrer du temps à l'association que j'avais fondée quand j'étais étudiante, qui s'appelle Règles élémentaires. Ça, c'était à côté de Beurre, du coup, c'était en Je parallèle. l'ai lancée quand j'étais étudiante. OK. Après, oui, je l'ai poursuivie. C'est une aventure qui a commencé en 2015 sur un coin de table à Sciences Po et qui s'est assez vite transformée en une aventure humaine assez folle et qui est devenue aujourd'hui une association d'envergure internationale avec près de 800 000 € de budget, une équipe de 13 personnes. Donc voilà, c'est un gros projet. Ça a commencé lorsque j'ai moi-même été sollicitée pour participer à une collecte de produits d'hygiène intime sur le campus de l'université où je faisais mes études en Angleterre. Et en fait, ça m'a frappée de me dire: «Ah j'ai jamais pensé à cette problématique, en fait, avant qu'on me demande des tampons et des serviettes pour les femmes sans abri». Et donc à l'époque, j'ai contribué à ma modeste mesure, mais c'est resté dans un coin de ma tête et je me suis dit: «C'est hyper bizarre, en France, j'ai jamais vu ce type d'initiative, donc est-ce que c'est parce qu'il y a pas de besoin, pas de problème ou est-ce que c'est parce qu'il y a un énorme tabou?» Et donc en fait, en revenant en France entre l'Angleterre et les États-Unis, j'avais très envie d'un engagement associatif et surtout de creuser ce sujet-là. Et en fait, en creusant, je me suis rendu compte que ça n'existait pas, ce type d'initiative, et pas parce qu'il n'y avait pas de problème, mais parce qu'il y avait un énorme tabou. Et donc, je me suis dit que j'étais plutôt bien placée pour lancer la toute première collecte de produits d'hygiène intime ever en France. Parce que c'est vrai que maintenant, c'est une super belle success story. Il y a des employés, il y a un budget, etc. Mais au tout début, comment on fait pour lancer un projet de collecte Alors ça, pour le coup, je pense que c'est vraiment, faut pas chercher très loin, hein, parce que fondamentalement, c'est exactement les mêmes logiques que des collectes alimentaires, des collectes vestimentaires, etc. C'est juste que ce sont des produits qui, historiquement, étaient absolument pas adressés par des organismes caritatifs classiques, où il faut pas avoir sa langue dans sa poche, dans le sens où c'est en effet des sujets tabous et il faut pas avoir peur de dégommer les tabous. Et je pense que c'est quelque chose qui me caractérise bien. Mais voilà, en fait, fondamentalement, j'ai créé à l'époque un événement Facebook. On n'était pas encore une asso exactement, donc on avait fait un partenariat avec une asso existante qui nous avait prêté ses 3 tables dans le hall d'entrée et voilà, et ça s'est fait comme ça. Et en fait, et concrètement, je me souviens avoir choisi la date sur notre calendrier d'examen. En fait, il fallait absolument que ce soit avant les examens et en même temps,
pas trop avant, pour que les gens, soient encore, à l'école et pas en vacances. Enfin bref, pas mal de trucs et voilà et après, il y a aussi une part de, il y avait forcément une part de résonance, sociale et sociétale parce qu'en plus, venait d'être, voté l'abaissement, de la TVA sur, ces produits. Donc le passage à un taux dit de produits de première nécessité qui avait beaucoup, mobilisé et fait réfléchir sur, le coût des protections périodiques. Donc les gens étaient assez sensibilisés, au budget que cela représentait. Mais après, voilà, enfin, l'histoire aussi, s'est écrite, grâce, à des journalistes, qui ont entendu parler, du projet et c'est très, très vite monté. On a reçu, des dons, de partout en France. C'était très touchant et même de l'étranger, en 3 jours, on avait collecté, 30 000 produits, donc c'était assez fou. Alors aujourd'hui, ça paraît pas grand-chose, mais c'est vrai que c'était, un succès assez retentissant et qui a très vite fait boule de neige et donc très vite, je me suis dit qu'il fallait pérenniser la structure et donc je dis souvent que j'ai tout fait à l'envers et j'ai d'abord créé le projet, mené l'initiative et ensuite on a écrit, des statuts. Ensuite, on a ouvert un compte en banque. 2 ans plus tard, on a ouvert un site internet. C'est seulement 4 ans plus tard qu'on a eu, un bureau, une salariée et cetera et voilà et aujourd'hui, c'est une asso, plus, classique, en tout cas dans son organisation et fonctionnement avec, des salariés, des bénévoles, mais voilà. Et à l'époque, vous voyez ça un peu comme une opportunité que ce soit votre travail à temps plein? Pas du tout. Vraiment, ah non, c'est et je l'un n'empêche pas l'autre, hein. Ça peut être un travail à temps plein et un projet associatif, mais pour moi, je l'avais toujours perçu comme un engagement, bénévole. J'avais à l'époque pas une très bonne image, du milieu associatif, français, surtout venant de l'étranger et du monde anglo-saxon où les choses sont un petit peu différentes et organisées, beaucoup plus autour de mesures d'impact. Enfin, aujourd'hui, grâce à des structures comme la nôtre, mais aussi plein d'autres et des initiatives comme, La France s'engage, c'est beaucoup plus commun, d'avoir, des organisations, caritatives qui sont en fait, data driven, mais c'était assez rare, à l'époque et donc non, je le voyais pas du tout comme un emploi potentiel, comme un travail salarié. Après, par la force des choses, il s'est trouvé que, la structure, a beaucoup grossi. Moi, je suis pas restée très longtemps, chez Uber. La structure grossissait beaucoup, avait besoin, de se professionnaliser, de recruter, de lever des fonds et cetera et que j'ai reçu pas mal, d'appels du pied, de mon entourage, des gens au sein de la structure elle-même me disant que j'étais un peu la personne, naturelle pour transformer, l'essai et donc j'ai accepté de rejoindre le projet, de manière salariée, donc de manière temporaire. J'avais prévenu que je voulais, m'y consacrer 12 à 18 mois. J'avais une feuille de route, extrêmement précise de constitution d'une équipe et de levée de fonds et je suis restée 17 mois et j'ai donc recruté une équipe et levé des fonds et voilà donc Mais attends, mais ça, attendez, ça, c'est un peu dingue parce que ça veut dire que, même avant de rejoindre, donc la structure, vous avez vraiment en tête dans le plan d'action, c'est hyper organisé, j'ai monté le projet en 2015, j'étais étudiante, j'ai été diplômée en 2017, donc pendant 2 ans, j'ai monté le projet en parallèle de mes études. En 2017, j'ai comme je disais, eu le luxe en fait de pas j'ai pris, 6 mois entre, ma remise de diplôme et mon premier travail, salarié, post-diplôme, donc qui était chez Uber. Ensuite, j'ai continué à mener ça en parallèle et j'ai quitté Uber en 2019. En 2019, le sujet de la précarité menstruelle, avait, énormément pris, notamment politiquement, où l'association était, très visible, très médiatisée et pourtant on n'avait encore que des bénévoles et un fonctionnement, d'une association étudiante qui était plus du tout adapté, aux enjeux, qu'on adressait et aux sollicitations qu'on recevait et donc en 2019, moi j'avais quitté, mon travail, chez Uber. Je passais pas mal d'entretiens à droite à gauche et en même temps,
l'association se développer, mais un peu sans tête, quoi. Donc c'est à ce moment-là que j'ai reçu pas mal d'appels du pied. En fait, début 2021, début 2020, j'ai accepté de reprendre la direction jusqu'en septembre 2021. Oui, donc ça a été assez intensif. Ouais, oui. Enfin, après, encore une fois, c'était une progression assez naturelle et exponentielle, mais c'est plutôt excitant. Et alors, vous parliez de lever des fonds, etc. Comment ça se passe dans ce cadre pour ceux qui ne savent pas forcément, qui connaissent pas forcément le milieu, dans ce genre de projets qui sont vraiment engagés, comment ça se passe, les levées de fonds, les recherches de financement? Alors du coup, ça dépend de quelle structure vous parlez. Donc quand c'est une association, c'est vraiment ce qu'on appelle de la philanthropie ou du mécénat ou des logiques de subvention. Donc là, il y a pas ce ne sont pas des investissements et ce sont des dons et moi, j'ai toujours dit c'est, sans doute, parmi les levées de fonds les plus difficiles parce que, en fait, il y a des passages, il y a des effets de seuil qui sont très importants donc en fait, lever vous ne pouvez pas passer de 0 à 500 000 globalement. Quand vous avez 0, vous recevez une première subvention de 2 000 €, puis ensuite de 10 000, puis de 30, puis de 50 et après peut-être de 150, de 300, de 500 000, d'1 million. Et ce qui est assez fou, c'est que c'est les mêmes documents administratifs, les mêmes formulaires CERFA pour grosso modo une subvention de 2 000 € ou d'1 million, quoi. Donc c'est assez étonnant et décourageant pour certains et certaines. Voilà. Et pareil, ensuite, si vous pouvez aller chercher de l'argent auprès de particuliers. Et nous, on a très vite, très tôt été soutenus par le grand public, qui a été notre premier financeur historiquement. Et voilà. Et en fait, là, c'est une résonance d'une cause avec des gens et ça se pilote pas. Vous pouvez pas leur vendre un retour sur investissement. Vous pouvez pas leur vendre des choses comme ça. Il y a eu un timing qui a joué en notre faveur. Aussi un message très clair les gens savaient pourquoi ils donnaient, à quoi ça servirait, etc. On était les seuls pendant très longtemps sur ce sujet-là. Et derrière, et ça, je pense que c'est quelque chose qui, a clairement assis notre position et nous a permis de lever des fonds jusqu'à présent, c'est vraiment notre focus sur la data, la mesure d'impact. Il y avait un vrai tracking de ce qu'on faisait et les gens pouvaient se référer à des choses très concrètes et on n'était pas du tout dans une approche misérabiliste de on a besoin d'argent, il n'y en aura jamais suffisamment, etc. Aidez-nous. Nous, on a mesuré le problème, on l'a quantifié. Et ça passait par quoi, par exemple? C'est le nombre de protections qui étaient distribuées, les initiatives? Déjà, essayer de comprendre combien de personnes ça touchait, la précarité menstruelle. Donc ça a été des recherches qu'on a faites sur la base. À l'époque, il n'y avait pas du tout de baromètre comme on peut avoir aujourd'hui. C'est Règles élémentaires d'ailleurs qui a monté le premier baromètre sur la précarité menstruelle avec OpinionWay. Mais avant de faire ça, on bricolait avec les rapports de l'INSEE, des recherches aussi européennes qu'on pouvait extrapoler. Donc déjà pour comprendre l'ampleur du problème, ou en tout cas en donner une estimation. Et ensuite, oui, une mesure d'impact de tous les produits collectés, de tous les produits redistribués, du nombre de personnes aidées, du nombre de structures partenaires, du suivi de l'écoulement des produits selon les différents canaux. Voilà, c'est beaucoup de choses assez simples, mais qui étaient assez innovantes à l'époque. Et donc, quand vous partez en 2021, est-ce que vous savez ce que vous allez faire après? C'était très clair pour moi et même au moment où j'ai accepté la direction générale de la structure, j'avais déjà en tête un projet de co-living parce que donc, en quittant Uber, j'avais été chassée par un certain nombre d'entreprises, dont une entreprise de co-living qui recherchait son ou sa Head of Ops pour l'Allemagne. Et du coup, j'avais été mise dans le process de recrutement par un fonds d'investissement. Et c'est comme ça que j'ai découvert le monde du co-living et j'ai trouvé ça passionnant, très intéressant, très utile, socialement et sociétalement. Mais assez vite, je me suis rendu compte que j'avais pas envie de travailler pour l'entreprise en question
qui faisait du co-living pour jeunes actifs et jeunes actives. Et donc, voilà, j'avais pas du tout envie de travailler pour des yuppies qui bossent dans la tech à Berlin. Enfin, en termes de mission, ça ne me parlait pas trop, mais le co-living est resté dans un coin de ma tête comme un secteur absolument passionnant et très riche de promesses, notamment pour des personnes isolées. Et donc ça, c'était dans un coin de ma tête. Et en fait, fin 2020, après l'émergence du Covid dans nos vies, après 2 confinements, préparant, moi, les suites de règles élémentaires, j'ai commencé à regarder de plus près le co-living et notamment le co-living pour seniors. En fait, je me suis intéressée à ce groupe démographique, mais très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'acteurs et d'actrices déjà sur ce marché. Je me suis rendu compte aussi que période de pandémie, ce serait un public pas évident à adresser et enfin que ce serait très lourd médicalement et que ce n'était pas forcément quelque chose que moi j'avais envie de faire ni sur lequel j'avais de la valeur ajoutée. Et donc, très vite, je passais à autre chose. J'ai continué mon étude de marché et mon benchmark. Et c'est là que j'ai réalisé que l'éléphant dans la pièce, c'était les familles monoparentales, hein, donc un groupe démographique en pleine croissance. Hein, c'est une famille sur 4 en France, quasiment 1 sur 3 en Île-de-France. Et juste cette partie-là, un peu benchmark, recherche de marché, tout ça, ça vous a pris combien de temps? Je dirais 1 mois et demi. Ah oui, assez rapide finalement. Ouais, en fait, j'ai commencé en 2019, je m'étais intéressée de long en large et en travers au co-living, mais de manière très généraliste. Et du coup, quand je me suis repenchée sur le sujet, donc d'abord sur les seniors, et du coup avec vraiment un angle public isolé, on était en décembre et en fait, c'est en janvier 2021 que j'ai réalisé que le sujet des familles monoparentales était absolument sous les radars, que personne ne le traitait, ni en France ni à l'étranger. Et c'est en janvier 2021 que j'ai décidé de m'attaquer à ce sujet. Et comment on se motive? Non, parce que la motivation, vous l'avez, mais quand c'est quelque chose qui n'existe pas, qui n'est pas adressé, etc., comment on se convainc qu'il y a vraiment quelque chose à faire et que ça va fonctionner et que quelque chose va pouvoir se développer? Alors c'est une bonne question parce que tout le monde vous dira: «Mais si ça n'a pas été fait avant, c'est qu'il y a une bonne raison». Alors spoiler, non, c'est pas une bonne raison, c'est souvent des traditions, souvent des logiques, ancestrales, patriarcales, juste ce qu'on appelle en fait en anglais, la path dependency. En fait, ça a toujours été fait comme ça et personne ne l'a jamais remis en cause, mais c'est pas parce que ça a toujours été fait comme ça que c'est bien. En fait, il y a pas une optimisation naturelle de la première itération d'un process. Donc voilà. Et en fait, ça c'est intrinsèquement lié à ma personne, à mon histoire et aux choix que j'ai fait vers le moment. Mais moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui me fait vibrer, c'est ça qui me stimule intellectuellement, de justement faire des choses qui n'ont jamais été faites avant, de défricher, d'être pionnier, pionnière. C'est vraiment excitant. C'est vous qui écrivez l'histoire quelque part. Donc voilà. Et en plus, sur un sujet comme celui-ci, qui aussi était très tabou, souvent, la raison pour laquelle les choses n'ont pas été faites, c'est parce que c'est tabou ou ça n'intéresse pas la population au pouvoir ou en situation de privilège. Voilà, il y a plein de raisons sociologiques derrière plein de sujets non adressés. Et voilà. Et en fait, c'était une évidence. On connaît tous et toutes des familles monoparentales autour de nous. La PMA pour toutes était aussi en train de passer. Et donc, on voit bien, là aussi, partout en Europe, en Amérique du Nord, que les sujets de monoparentalité choisie montaient énormément et n'allaient faire qu'augmenter au fil du temps. Donc, moi, ma surprise première, ça a été de dire, aujourd'hui, il existe du co-living quasiment pour tout le monde et n'importe qui. Du co-living pour jeunes actifs, pour étudiants, étudiantes, pour seniors, du co-living intergénérationnel, pour personnes porteuses de handicap,
du co-living thématique. Je veux dire, aux États-Unis, il y a beaucoup de hackers house. Et à Paris, on va trouver du co-living pour sportifs, sportives, entrepreneurs, entrepreneuses étrangères. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choix. Et donc, c'est vrai que j'étais extrêmement étonnée et j'avais du mal à en croire mes yeux et mes oreilles. Le fait que ça n'existait pas, mais après, l'avoir, m'en être convaincue et l'avoir vraiment validé il n'y avait pas ce type d'initiative, c'est devenu une évidence que c'était ce à quoi j'allais m'atteler et que c'était, voilà, un chantier qui s'annonçait pharaonique mais passionnant. Et donc, c'était très clair pour moi aussi que je voulais pas faire ce projet seule, vu son ampleur, vu les enjeux et aussi parce que j'avais pas du tout d'expertise en hospitalité, en hôtellerie, qui étaient des éléments qui me paraissaient indispensables pour monter un tel projet. Et donc, c'est comme ça que je me suis lancée dans une quête d'associés et que j'ai recroisé la route de Ruben Petry, que j'avais croisé dans un cadre amical et qui, lui aussi, le Covid étant passé par là, recherche de sens et il est néerlandais et au Benelux et de manière générale en Flandre, les sujets d'habitat participatif et groupé sont beaucoup plus ancré culturellement. Donc, lui-même regardait un sujet de co-living, donc plutôt sous l'angle intergénérationnel quand je l'ai appelé. Et en fait, quand je lui ai parlé de ce sujet des familles monoparentales et du fait que ça n'existait nulle part ailleurs et qu'on pouvait être les premières à lancer un tel concept, il a dit banco et il m'a suivi dans l'aventure et on s'est associés à l'été 2021. Ok. Et alors là, parce que énormément de questions, mais donc vous avez l'idée qui est à peu près validée, en tout cas vous savez où vous voulez aller. Vous avez trouvé un associé qui est quand même pas chose facile. C'est vraiment très, très dur. C'est sans doute la chose la plus dure qui soit. On m'avait dit c'est plus dur que de trouver un partenaire de vie romantique. Et oui, on passe 12 à 14 heures par jour ensemble. Non, c'est pas facile. Et il y a eu un alignement d'étoiles. Donc on a beaucoup de chance tous les deux de s'être trouvés. Et du coup, j'allais dire, donc là, vous avez déjà à peu près le début de l'aventure. Comment ça se passe pour la suite? Comment vous planifiez les choses? Quelles sont les grandes étapes que vous mettez sur le papier? Alors, déjà, en fait, pour rechercher un ou une associée, moi, j'avais des critères très, très précis et surtout, les gens autour de moi qui m'entourent, entrepreneurs, entrepreneuses par ailleurs, en qui j'ai toute confiance, m'avait dit et recommandé de m'associer à quelqu'un qui était très complémentaire, tant en termes de personnalité que d'intérêt, que de skills et compétences, en fait. Donc, on a eu cette chance où, en fait, nous sommes extrêmement complémentaires et de fait, on ne se marche pas du tout sur les pieds parce que, ne serait-ce que la division des rôles, des missions était extrêmement claire dès le début. Donc ça, c'est très chouette. La première étape, ça a été du coup de quitter nos jobs respectifs. Pour lui également de se réinstaller en France, parce que donc il vivait aux Pays-Bas et de faire le move vers Paris. Parce que c'était important dans les phases très, très préliminaires du projet qu'on puisse être ensemble dans la même ville, visiter les actifs ensemble, etc. Et donc ensuite, on a tous les deux quitté nos jobs en septembre 2021. Et vous aviez combien, alors c'est un peu une question très pratique, mais vous aviez combien d'avance devant vous pour pouvoir lancer le projet? Combien de trésorerie? Parce que souvent, c'est une question qui revient aussi. Très peu. Moi, je suis partie en rupture conventionnelle, mais je travaillais du coup en tant que directrice générale d'une association avant, donc c'est pas comme quand on travaille en cabinet de conseil ou en banque d'affaires. Et mon associé, lui, étant Dutch aux Pays-Bas, il n'y a pas du tout de système comme Pôle emploi. Donc il avait zéro aide à la création d'entreprise. Et donc, c'était exclusivement ses économies personnelles.
Et nous, on s'était donné comme objectif, c'est un projet qui est très capital intensive, pour lequel on avait besoin de lever des fonds et pas qu'un peu, parce qu'on n'était pas en train de créer une petite app qu'on pouvait développer dans notre coin. Donc voilà, donc on s'était donné un timing d'1 an maximum pour voilà, pouvoir avoir clôturé une levée de fonds et pouvoir commencer à se rémunérer. OK et du coup, cette première année, donc Donc on s'est associés, on a quitté notre job, Ruben a emménagé à Paris. Ensuite, il y a eu 3-4 mois quand même de structuration juridique de la société, etc. Et d'affinage du business model, comprendre aussi ce marché qu'on connaissait ni l'un ni l'autre. oui, parce que j'allais dire le business model, comme c'est des familles monoparentales et qu'il y a, j'imagine, des subventions, il Aucune. n'y a pas de subvention. Il n'y a aucune OK. subvention. Non, non. Enfin, les familles monoparentales sont les grandes oubliées des politiques publiques. Il n'y a aucune aide pour les familles monoparentales, à l'exception de l'ASF, l'allocation de soutien familial, qui est passée de 140 à 185 €, et that's it. Et on estime qu'avec ça, vous pouvez élever, nourrir, éduquer, loger votre enfant. Enfin, voilà. Donc, c'est un autre sujet. Mais donc, il n'y a pas du tout d'aide particulière pour les familles monoparentales. Donc, nous, on a un modèle, on a vraiment adapté le modèle du co-living existant pour d'autres publics au public des familles monoparentales. Donc, architecturalement, ça a évidemment des implications. Donc, nous, chaque unité de vie va avoir 2 chambres et pas une seule. Une salle de bain privative et aussi une kitchenette privative. Et ensuite, on va avoir des espaces communs qui sont un petit peu différents des autres espèces de co-living, dans la mesure où on va, oui, avoir une cuisine, salle à manger tout équipée, une buanderie, mais aussi une salle de jeu polyvalente, bien sûr. Et on va avoir plein de services, donc c'est assez fréquent d'avoir du ménage, Netflix dans un espace de co-living, mais nous, on va aussi avoir du Disney+, de l'assistance juridique, du soutien scolaire, du babysitting, de la préparation de repas, la garde d'enfants, des activités extrascolaires, des activités artistiques, des cours de sport, etc., etc. Et notre business model est très simple. On a un différentiel sur le loyer. Donc, en fait, nous, on paye un loyer au propriétaire des lieux qu'on exploite. Et donc, c'est quelque part un loyer de gros. Et ensuite, nous, derrière, on va recevoir des loyers au détail. Et donc, il y a un différentiel là-dessus. Et ensuite, on prélève des frais sur les services qu'on met à disposition sur place. Et par la magie de la mutualisation, tant des espèces que des services, en fait, on arrive à faire 20 à 30% d'économie aux familles sur leurs dépenses globales. Oui, ce que je veux dire, ce qui est chouette, c'est que vous arrivez à vous rémunérer tout en proposant quand même un loyer qui est quand même assez attractif. Enfin, je regardais, c'est de l'ordre de 1 300 1 400 €. Ah non, beaucoup moins. Dans le nord de la France, ça commence à 790 € tout D'accord, ah oui, c'est compris. peut-être sur Paris alors Et les donc, prix c'est pas que le loyer. Enfin, c'est le loyer plus charges classiques d'électricité, mais aussi Internet, mais aussi le soutien scolaire, mais aussi l'assistance juridique, etc. Et en Île-de-France, ça commence à 1 190 € par mois pour cette offre de base qui comprend quand même énormément de services. Oui, mais ce que j'allais dire, c'est que c'est vraiment gagnant-gagnant parce que vous, ça vous fait tourner votre modèle et en même temps, c'est vraiment quelque chose d'attractif pour des familles monoparentales, enfin, par rapport à ce qu'elles peuvent trouver. Tout à fait, surtout qu'en fait, les familles monoparentales ne trouvent rien de fait parce qu'elles vont systématiquement être en concurrence sur le même type d'actifs que les familles dites classiques avec 2 parents, 2 revenus, ou que des couples qui ont là aussi 2 revenus. Et donc, c'est le drame de la monoparentalité aujourd'hui, où en fait, il y a déjà une perte de pouvoir d'achat qui est ultra conséquente, quasiment 25% 1 an après la rupture. Ensuite, il y a un éloignement géographique et en fait relationnel qui s'opère parce que vous pouvez plus vous loger dans votre quartier et vous êtes relégué très, très loin, dans beaucoup plus petits. Donc, il y a aussi une exclusion sociale. Les familles monoparentales sont 2 fois plus à risque d'exclusion sociale que les autres. Et à tout ça se rajoute souvent un décrochage professionnel parce que vous êtes plus loin, vous n'avez plus les mêmes opportunités de garde pour vos enfants, etc. Donc, vous passez à temps partiel
et c'est le début de la fin. Donc, c'est assez dramatique et on ne le sait pas suffisamment. Et c'est quelque chose qu'on a découvert pendant mon benchmark, mais enfin, qui était su par les économistes, mais en tout cas pas par moi et par, je pense, peu de Françaises et de Français, que la monoparentalité, aujourd'hui en France, c'est le premier facteur de précarisation. Et pas qu'en France, en fait, dans la plupart des pays de l'OCDE, c'est le cas au Canada, aux États-Unis, en Angleterre. Enfin, c'est assez dramatique. Et en plus, c'est un sujet, enfin, c'est un déclassement qui est pervasif à travers toutes les classes sociales, que vous soyez CSP++ ou classe populaire. Enfin, il y a vraiment ce décrochage très fort qui s'opère. Et donc, nous, on espère l'éviter. Et on arrive, on pousse en atterrissage vraiment pour ces familles. Et donc, vous arrivez à lever des fonds assez facilement? Alors non, facilement, c'est pas le mot. Assez rapidement. Donc ça, c'est... Oui, on a au final... pour lever 1,5 million, donc ça nous a pris 7 mois au total. Et 1,5 million, c'était pour un bâtiment, j'imagine? Pour l'ouverture des 2 premières résidences et la constitution d'une équipe, les dépôts de garantie, les apports sur les prêts mobiliers, enfin voilà, toutes ces choses-là. Donc on a mis quasiment 6 mois pour réunir des investisseurs et investisseuses, et ensuite 1 mois pour la dette bancaire. Et non, enfin, on s'est pris beaucoup de refus dans la figure, bien sûr. Beaucoup de gens qui nous ont dit si ça n'a pas été fait avant, c'est qu'il y a une bonne raison. Beaucoup de gens qui nous ont dit mais comment se fait-ce que ça n'existe pas aux États-Unis et pas dans les pays du Nord? Enfin, comment est-ce possible que de l'innovation vienne de France? Enfin, c'était assez perturbant. Et surtout, en fait, c'était la première fois que moi et Ruben aussi, en fait, levions des fonds de venture capital. Et on s'attendait à ce que les gens adorent le côté ultra pionnier et cette opportunité de financer quelque chose qui ne s'était jamais vu auparavant. Et en fait, on s'est rendu compte que les investisseurs et les investisseuses, surtout institutionnels, donc tout ce qui va être fonds d'investissement, sont en fait très moutonniers et en fait, c'est beaucoup des logiques de meute et en fait, ils y vont si d'autres y vont, etc. Donc voilà, ça a été des vraies montagnes russes. Enfin, j'en ai parlé, j'ai pas mal écrit à ce sujet. Mais au final, avec du recul, c'est vrai que ça a été relativement rapide et surtout, on a réussi à réunir des personnes absolument extraordinaires et surtout, jusqu'à présent, donc à notre cap table, on a exclusivement des particuliers, des individus, des sociétés d'investissement familiales, des family office, des business angels, et on a une cap table avec 13 nationalités représentées, 45% de femmes au capital, quasiment 45 ans d'écart entre la personne la plus jeune qui a investi et la personne la plus âgée, une diversité d'expertise, d'expériences extraordinaires, des gens qui sont en fait nos meilleurs ambassadeurs et nos meilleures ambassadrices. Et donc, c'est super chouette. Et on a fait des rencontres incroyables. Donc, Kelly et Julien Dassault sont ceux qui ont l'idée le tour. Et on a également des gens comme Céline Lazorte, Céline Orjubin. Céline Lazorte, c'est Litchi et Céline Orjubin, c'est My Little Paris. On a également un ami entrepreneur que j'admire beaucoup qui s'appelle Florent Malbranche, qui est le cofondateur de Printy, qui est maintenant de Brigade. Enfin voilà, donc on a des gens super chouettes. On a des membres de notre famille et on a aussi en fait 50% de gens qui n'avaient jamais investi en private equity, qui ont investi avec nous. Donc c'est une chouette aventure. Voilà, donc non, je ne dirais pas que c'était facile. Et donc là, vous arrivez à ouvrir les deux premières maisons. Et j'imagine qu'il y a énormément de choses qui ne se passent pas comme prévu, comme dans tous les projets. Ah oui, bien sûr. Enfin, sinon, ce serait pas drôle. Oui, enfin, à bien des égards. Mais globalement, ça se passe bien. Oui, ça se passe bien. Après, ça se passe en effet pas du tout comme prévu. Enfin, je vous donne un exemple qui est plutôt très positif, mais c'est vrai qu'on pensait dédier beaucoup de ressources sur tout ce qui allait être le sourcing des actifs. Et en fait,
on a énormément de projets entrants et donc en fait, l'enjeu pour nous, c'est plutôt de répondre, à toutes les opportunités plutôt que d'aller les chercher donc ça, c'est, En termes de bâtiment, c'est en ça? termes de Ouais, bâtiment, OK. ouais. Voilà, après, il y a des délais dans les travaux donc au début, on espérait pouvoir ouvrir en septembre et en fait, ce sera plutôt, la fin de l'année mais encore une fois, rien de nouveau, sous le soleil, dans le monde, du BTP et les travaux et ce sont des risques qui ont été mesurés, maîtrisés donc voilà. Et après, des très chouettes surprises, notamment sur, la réception du projet, en France et à l'étranger. C'est vrai que, on a eu une couverture médiatique, assez exceptionnelle jusqu'à présent puisque, là aussi, hein, ça résonne socialement, sociétalement, ici et en dehors de nos frontières. Mais c'est vrai que aujourd'hui, on explore, des projets, un peu partout en Europe, y compris dans des pays où, en fait, on n'avait, pas du tout pensé à aller et où, en fait, on se rend compte que, 1, il y a des besoins énormes, 2, potentiellement des partenaires. Donc oui, pas grand-chose qui se passe comme prévu, mais tout pour le mieux. Génial. Oui, donc aujourd'hui, vous n'êtes pas encore ouvert? Non, on ouvre à la fin de l'année. Donc là, on est en plein travaux. Et j'allais dire, donc pour les gens qui ont vraiment envie de se lancer dans un projet ou qui ont une idée à impact, ou qui ont envie de se reconvertir dans ce domaine-là, est-ce que vous avez des conseils? Je pense qu'il y a pas de différence entre lancer un projet ou lancer un projet à impact. En effet, quand on lance un projet à impact, il y a parfois plus de barrières, mentales et notamment parce qu'il y a souvent plus de tabous pour toutes les raisons qu'on a dites en fait, ça n'a pas été fait ou c'est pas des sujets qui ont été considérés et cetera. Mais dans la logique de lancement d'un projet, monter une boîte, c'est monter une boîte, monter une asso, c'est monter une asso. J'ai aussi pendant le covid, développé un objet et je me suis, lancée dans tous les sujets de désindustrialisation et de complexité de supply chain. Enfin, je veux dire, il y a des choses à mettre en place et des étapes qui sont, systématiques et qui permettront à tout un chacun, chacune de se lancer et pour moi, je vois pas, particulièrement de différence, avec mes projets. Je vois en revanche une différence quand vous êtes le ou la première à faire quelque chose, mais que ce soit un projet impactant ou non, sur les difficultés supplémentaires que ça peut apporter, mais aussi, l'adrénaline, hein, supplémentaire que ça apporte. Effectivement, c'est ce à quoi je pensais, mais je suis d'accord que c'est pas forcément lié à l'impact, mais c'est surtout de ne pas avoir de modèle ou de pas avoir de référent parce que c'est plus compliqué. Oui, faut avoir un certain goût du risque. Après, encore une fois, il y a une telle liberté, de pouvoir, écrire sa propre feuille de route et de raconter l'histoire, que l'on souhaite. Encore une fois, j'ai pas monté une boîte où il y avait des comparables, avant, donc je pourrais pas dire, mais la réalité, c'est en fait, nous, on n'a pas de concurrente, encore. On en aura un jour, mais il y a d'autres projets de co-living qui existent. Enfin, je veux dire, il y a d'autres, boîtes qui ont, essuyé les plâtres aussi, pour nous. Nous, on a une innovation de cible, une innovation de public et donc oui, on a de fait des innovations architecturales, mais notre modèle, il est connu de tous et de toutes. Il est compris par tous et par toutes. D'ailleurs, nous, les banques comprennent très bien comment on gagne de l'argent. Chaque résidence, est rentable. On n'est pas du tout sur un projet de R&D, ultra complexe, médical, où en fait, on sait, absolument pas comment, ça va être monétisé. Nous, c'est assez limpide comme modèle et de manière générale, dans toute innovation, on n'innove pas, ex nihilo dans le vide. Il y a toujours des branches auxquelles on peut se rattraper dans des industries, adjacentes, et cetera. Donc ça requiert de vraiment, avoir une véritable ouverture d'esprit et enlever toute forme d'œillère, qui puisse, vous être imposée. Mais voilà, il y a le moyen, et d'obtenir des informations et de monter quelque chose de solide, sans réinventer la roue et en même temps en faisant des innovations radicales. Donc Tara, on arrive à la fin de cet entretien. J'ai une dernière question rituelle pour vous qui est:
quel est votre conseil principal pour les gens qui ont envie de basculer? Alors, c'est mon conseil principal pour tout le monde, bascule ou pas bascule, c'est vraiment vous n'avez rien à perdre à essayer. Enfin, fondamentalement, si vous vous plantez, c'est pas grave, vous restez là où vous étiez et en fait, en essayant, vous avez toutes les chances, 1, de réussir et 2, sinon de faire de belles rencontres et 3, dans tous les cas, d'avoir des apprentissages qui vont vous accompagner toute votre vie. Et en fait, beaucoup de gens ne se lancent pas ou ne basculent pas de peur de l'échec. Et en fait, c'est un drame absolu, quoi, parce que vous n'explorez jamais votre potentiel et vous ne saurez jamais de quoi vous êtes capable. Et j'aime beaucoup la citation de Churchill qui dit que le succès, c'est d'aller d'échec en échec avec enthousiasme. Et voilà, donc lancez-vous, vous n'avez absolument rien à perdre et vraiment tout à gagner. Pour ceux qui veulent en savoir plus, donc sur Commune, il y a le site internet. Tout à fait, commune.house, www.commune.house. OK. Et sur votre profil, peut-être, je ne sais pas si c'est Instagram ou LinkedIn. Alors, je ne suis pas sur Instagram, mais je suis très active sur LinkedIn. Donc, vous pouvez me retrouver très facilement sur LinkedIn et suivre d'ailleurs tous les projets communes, règles élémentaires sur les réseaux sociaux. Super. Merci beaucoup, Tara. Merci, Sarah. Pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram La Bascule Podcast. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser 5 petites étoiles ou un mot doux sur Apple Podcast. À bientôt pour de nouveaux épisodes de La Bascule.